Bonjour Christelle, Bonjour Tom. nous sommes arrivés au 36e SITREP, nous sommes le 15 avril 2017 et malgré le cessez-le-feu, le deuxième en l'espace de 3 semaines, j'ai ça, quelque chose 12 comme ça. jours 12 12, jours 12 jours, ah oui. Et le précédent, c'était le 1er avril. Hein, Oui, donc, exact, absolument. Donc deuxième en 12 jours, copieusement violé dès le départ, mais en augmentation, c'est encore pire. oui. Voilà, bah, je te laisse la Oui. parole, hein, parce que là c'est une cata. Il y a quelques détails qui en disent long, pardon, sur l'escalade, parce que c'est une Mm. escalade. Hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre Oui, là mot à c'est une utiliser. escalade, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 380 reprises, soit 103 fois de plus que la semaine passée, au Ouais. cours desquelles 2672 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés, donc je rappelle artillerie, mortier et chars d'assaut, en hausse de 17% par rapport à la semaine dernière. Donc malgré ce nouveau cessez-le-feu instauré le 13 avril à 10h du matin, hein, mais il n'a pas été respecté plus que le précédent. Hein, Oui, ben voilà. Ouais. voilà. Ça prouve d'ailleurs aussi que l'armée ukrainienne se fout totalement des congés de Pâques, puisque je rappelle que demain ici c'est la Pâque orthodoxe. Hein, donc ça a l'air de leur en toucher une sans faire bouger l'autre. Hein. Ou alors, c'est même plutôt encore plus cynique si ça se trouve, et il faut s'attendre à ce qu'ils bombardent encore plus ce jour-là. Hein. C'est ce qu'on craint ici. D'ailleurs, durant les dernières 24 heures, on a eu 49 nouvelles violations qui sont venues se rajouter aux 380 de la semaine précédente. Des tirs qui ont touché 28 localités de la République. En RPL, sur la semaine écoulée, donc en République populaire de Lugansk, il y a eu 25 violations du cessez-le-feu et 464 obus d'artillerie ou de mortier tirés par l'armée ukrainienne, soit 5 fois plus que la semaine passée pour tout ce qui est projectiles d'artillerie ou de mortier. Hein, Ouais. Ouais. multiplié par 5 en une semaine, c'est pas mal quand même. Oui, oui. Pour un cessez-le-feu, c'est sûr que Voilà. c'est gratiné, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Ça, y a pas de... en République populaire de Donetsk, les tirs les plus lourds ont touché cette semaine Krutaya Balka, Jabitchevo, Yasido, Vataya, Zaitsevo, Yakolevka, Kominternovo, Dokuchaevski, Yasnoye, Petrovskoye, Sosnovskoye, Leninskoye, Oktябрь, Sakhanka, Spartak, la zone de l'aéroport et les districts de Petrovski et Kirovski à Donetsk. Ces tirs ont fait 8 morts, tous soldats, et 6 blessés, dont 3 civils en République populaire de Donetsk et 1 blessé parmi les civils en République populaire de Lugansk. Ouais. Voilà. Ça continue, quoi. Alors, évidemment, ce ne sont pas les forces armées du Donbass qui se tirent dessus elles-mêmes. Hein. Hein, je veux dire, les soldats, les civils du Donbass, il faut bien qu'ils Tous soient dus morts de... au bombardement de l'armée ukrainienne. Hein, Voilà. tous. Hein. Voilà. Ces bombardements d'ailleurs endommagé ou détruit 27 habitations et un jardin pour enfants en République populaire de Donetsk. Voilà. D'ailleurs, pour information, l'armée ukrainienne a délibérément tiré sur ce jardin pour enfants en pleine journée alors que les enfants étaient dedans. Ouais, ça m'étonne pas. C'est atterrant. Atterrant. Hein. D'ailleurs, c'est un jardin pour enfants qui se trouve à Dokuchaevsk, c'est-à-dire pas juste exactement sur la ligne de position, la ligne de front. Hein, Oui. voilà, en pleine journée. Il n'y a pas de force. On a eu de la chance, il n'y a eu aucune victime, mais là, vraiment, des fois, on se dit que les gens d'ici sont quand même protégés par Dieu. Hein, parce que... Oui. Et en face, on a des terroristes. Parce qu'il faut être un terroriste pour viser un jardin d'enfants en pleine journée. Typiquement, il faut être un terroriste. Il n'y a pas d'autre qualificatif. En République populaire de Lugansk, c'est 3 habitations qui ont été endommagées cette semaine. Et à Zaitsevo, où nous nous sommes rendus le 13 avril, l'armée ukrainienne s'était déchaînée juste avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, 2 heures à peine avant, hein, à 8 heures du matin. Ils ont endommagé une maison et tué le chien d'une famille à qui on était venu en aide. On avait fourni de l'essence pour le générateur électrique. D'accord. Ouais. Voilà. Et c'est pas près de s'arranger quand on voit tout ce qui est concentration d'armes lourdes des forces armées ukrainiennes près de la ligne de contact, hein, parce que l'OSCE enregistre leur absence dans les zones de stockage. Face à la RPD, 46 pièces, à savoir 11 lance-roquettes multiples grades, donc de 122 mm, 18 obusiers Jetsin B de 152 mm, 7 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm et 20 chars d'assaut T-64 et T-72. Et en face de la République populaire de Lugansk, 63 chars d'assaut, 21 canons anti-chars et 43 lance-grenades. Oh bah rien que ça. Hein, c'est pas des jouets, hein, c'est pas gonflable, hein. Ça, je veux dire, hein, voilà. C'est pas,
c'est pas chez Matchbox, hein, ou enfin pour ceux qui avaient des petites voitures quand ils étaient jeunes, Ouais. hein, c'est voilà, Pas vraiment, non. ça fait des morts. Voilà. La semaine dernière, on avait parlé de l'absence justement dans ces stocks de lance-roquettes multiples Ouragan. Et ben l'armée ukrainienne les a utilisés le 9 avril, très précisément la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes les a utilisés dans le sud de la République populaire de Donetsk. Bon, on a eu de la chance parce que suite à un défaut technique, la roquette n'a pas atteint son but initial et a explosé à 300 mètres du village de Dzerzhinskoye. Ouais. L'explosion a créé un cratère de 10 mètres de diamètre, plus de 4 mètres de profondeur. Donc on va mettre une petite photo hein, pour que les gens ils se rendent compte de ce que c'est. Ouais. Et le souffle de l'explosion a été ressenti par les habitants du village comme si elle avait eu lieu dans leur maison. Oui. Bon, bah, ça je veux bien le croire parce que rien que quand une de ces roquettes avait pété au niveau du rond-point du motel, on l'avait ressenti à des kilomètres. Alors j'imagine dans le village. Je rappelle d'ailleurs que l'usage de ces armes qui sont du 220 mm, est interdit par les accords de Minsk. Ils n'ont rien à faire là. Ouais, c'est des roquettes qui font 315 kilos. Hein. Ouais, donc ça donne une idée de la charge explosive qu'il y a à l'intérieur quand même. Hein. Ah bah oui, un joli cratère de 10 mètres de diamètre et 4 mètres de profondeur, plus de 4 mètres de profondeur. C'est ça. Mon collègue Vittorio était sur place. Une superbe photo avec des gens à l'intérieur du cratère. Ça donne une très bonne idée de la taille du truc. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Voilà. Merci à Vittorio pour la photo parce que effectivement elle sera mise. Elle a même déjà été mise. Voilà. Donc voilà. Les radicaux ukrainiens semblent aussi décidés à provoquer un désastre écologique. Bon, en plus d'utiliser des armes interdites, de tirer sur des jardins pour enfants. Il semble qu'ils veulent miner la coquerie d'Avdiivka où se trouvent bon nombre de produits chimiques hautement toxiques comme du benzène, de l'acide et du phénol. Autant dire que le moindre incendie ou explosion sur le territoire de cette usine pourrait provoquer une contamination des sources d'eau du Donbass et donc un désastre aussi bien écologique qu'humanitaire. Ils en sont capables, hein. Je veux dire, à un moment donné, tirer sur un jardin d'enfants en pleine journée, après on voit pas très bien ce qu'ils pourraient faire de pire. Hein. Enfin, Donc, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a aussi fait 2 tentatives de percée, de nouveau, à Avdiivka et Komintarnovo, qui se sont soldées par des désastres. Les soldats ukrainiens ont dû battre en retraite après avoir subi des pertes se montant à 3 morts et 4 blessés. Et au niveau pertes, les pertes hors combat de l'armée ukrainienne continuent, avec 7 morts et 8 blessés recensés par la République populaire de Lugansk, de nouveau, à cause de l'alcool et des violations des règles de sécurité. Tout ça, forcément, ça finit par se refléter dans des mutineries de plus en plus fréquentes parmi les soldats ukrainiens, puisque ils sont trompés, de plus en plus souvent mal ou pas payés. Résultat, tu as des soldats qui refusent d'obéir. Ils commencent à se rendre compte qu'ils servent de chair à canon pour les intérêts de Washington, hein, parce que c'est Washington derrière qui tire les ficelles. Hein. Par exemple, dans la 54e brigade, 25 soldats ont refusé de tirer sur des quartiers civils de la République populaire de Donetsk. Et résultat, l'officier a dû leur tirer dessus pour faire cesser la mutinerie et servir d'exemple. Ce genre de fait, en fait, ils n'arrivent même plus à le cacher sous le tapis. C'est pour dire à quel point c'est que c'était même maintenant relaté dans les médias mainstream ukrainiens comme la chaîne 112. Donc celle qui appartient à Kolomoïski. Bravo. Là, ça veut dire que le commandement ukrainien, il y a tellement de merde sous le tapis que là, ça déborde. Ça déborde. En plus de ceux qui désobéissent, d'autres désertent en masse. D'après des informations reçues d'une source au sein du comité des maires de soldats ukrainiens, rien que durant la semaine écoulée, je précise, 120 soldats ont quitté leur unité et demandé l'aide de cette organisation. 120 D'accord. En une semaine. Et là, on parle que de ceux qui ont demandé l'aide de ce comité. Donc, je laisse imaginer quel est le chiffre réel, parce qu'il y en a plein qui se sont barrés, qui n'ont pas demandé l'aide du comité des maires de soldats ukrainiens. Oui, c'est clair, oui. Voilà. Ils n'ont pas demandé leur reste, ils ont pris alors, bagages. Leur claque et ils sont sauvés. Donc, ça veut dire plusieurs centaines de soldats en une semaine qui ont déserté. Là, ça devient vraiment... l'armée ukrainienne se décompose sur place. Malgré cela, lors de sa ligne directe avec des habitants de la zone ukrainienne, Alexandre Zakhachenko a déclaré que la RPD s'attendait à une offensive de l'armée ukrainienne dans un futur proche. Puisque quand on regarde l'accumulation d'armes et de soldats sur la ligne de front, l'armée ukrainienne a l'air d'être plutôt prête pour lancer une attaque de grande envergure sur 4 axes potentiels cette fois. D'accord.
Il a aussi déclaré que les pertes de l'armée ukrainienne, y compris les portées disparues, c'est-à-dire les morts qu'on n'a jamais déclarés et autres joyeusetés, Ouais. depuis le début de la guerre, se montaient à environ 30 000 soldats. Ouais, ça fait mal. Hein. Donc il a déclaré que ça c'était une estimation basée sur les éléments dont la RPD dispose, à confirmer lorsque la guerre aura été gagnée. Donc, oui, le décompte va être douloureux. Hein. Ouais. Douloureux. Mais bon, donc là on voit que Zakharchenko dit lui-même que là on s'attend à une reprise de l'offensive. Ça fait l'objet des discussions de beaucoup de gens ici, sur place, y compris des civils. Donc les gens sentent bien qu'il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose en cours. Mais d'ailleurs, je crois que la lassitude des gens est telle que finalement ils la réclament eux-mêmes, hein, pour en finir, quoi. Parce que ça devient, je veux dire, c'est comme si quelqu'un tous les matins te met un coup de cutter sur le bras pour que tu saignes, quoi. Tu vois, il t'a à peine cicatrisé dans la nuit et il recommence le lendemain, quoi. Il y a un moment donné. Faut faire quelque chose pour que ça s'arrête, quoi. Et bon, on peut pas compter vraiment sur l'OSCE pour faire quelque chose, oui. Puisque cette organisation continue de prouver jour après jour qu'ils ne font pas leur travail correctement. Donc on avait parlé la semaine dernière de ces histoires de clones de voitures de l'OSCE qui avaient été vues à Avdiivka, oui. Et que l'OSCE avait attendu la deuxième apparition d'un de ces clones pour mentionner ça dans un de ses rapports. Quand on est à la Zaïtsevo, on a discuté avec les habitants qu'on connaît bien là-bas, qui ont vu eux aussi, côté ukrainien de Zaïtsevo, de telles voitures qui, une fois qu'elles partaient, on découvrait des chars d'assaut cachés derrière. Ah oui. Donc voilà, donc c'est pas un incident isolé, ça a l'air d'être une méthode assez répandue tout le long de la ligne de front de la part de l'armée ukrainienne. L'OSCE continue en fait de mettre un paquet de trucs dans ses rapports. Donc après ce genre d'incident qui était caché à la première occurrence, la milice populaire de la République populaire de Lugansk a demandé à l'OSCE de s'expliquer sur l'absence dans ses rapports du bombardement de la localité de Donetski près de Kirovsk, qui a eu lieu entre le 8 et le 9 avril. Puisque le 8 avril, il y a eu un bombardement de l'armée ukrainienne qui a fait un blessé parmi les civils de la localité et qui a endommagé 10 maisons. Ah. Et le 9 avril, les employés du CCCC et les journalistes qui s'étaient retrouvés sous les tirs des forces armées ukrainiennes. Et le même jour, des représentants du CCCC et des observateurs de l'OSCE sont venus enregistrer les dégâts provoqués par les bombardements, déterminer la direction des tirs et puis discuter avec les témoins oculaires. Mais ce qui est assez étrange, c'est que rien de tout ça s'est retrouvé dans le rapport de l'OSCE. Oh bah. Bizarre. S'il fallait encore des preuves pour démontrer la complicité plus que passive de l'OSCE... là c'est plus que passif, là c'est carrément de la complicité active. Ça s'appelle de la dissimulation de crimes de guerre. Oui, c'est ça. Voilà. Et de leur côté, les autorités de Kiev pètent totalement les câbles. Alors complètement, là c'est... donc on avait eu Lutsenko, le procureur général qui a fait une interview au Bild. Oui. Et là c'est Turchinov qui a fait une interview à la BBC en parlant de victoires militaires l'an passé qui auraient permis à l'Ukraine de gagner plusieurs dizaines de kilomètres vers l'Est. Alors, je ne sais pas ce que Turchinov prend comme drogue, mais c'est de la bonne. Parce que ça, la seule chose que l'armée ukrainienne a fait pendant l'année dernière, ça a été d'envahir la zone grise, qui était censée être démilitarisée. Donc ils ont violé totalement les accords de Minsk. Donc niveau gloire militaire, on repassera. Il n'y avait que des civils dans cette zone-là. C'est dans sa tête. Oui, dans sa tête, voilà. Puis niveau distance de plusieurs kilomètres aussi, parce que c'était une bande d'1 kilomètre de chaque côté de la ligne de front, 1,5 kilomètre. Donc voilà. Et il a poursuivi en ajoutant que pour lui, il fallait regagner militairement tout le Donbass sans franchir la frontière russe. Il a essayé de faire de l'humour. Il n'est pas équipé pour ce brave monsieur. Et donc en clair, l'Ukraine s'assoit officiellement sur les accords de Minsk. Et on n'a toujours aucune protestation, ni de la France, ni de l'Allemagne, ni de l'Union européenne. Comme c'est bizarre. Ni de Washington, qui n'hésite pas à dénoncer le cas du massacre chimique à Rancheroun en Syrie. Et là, silence radio. Non, on peut bombarder ici des jardins pour enfants avec les gosses dedans. C'est ça. Tout va bien. Du point de vue économique, la République populaire de Lugansk a annoncé que ses revenus fiscaux pour le premier trimestre de 2017 étaient en hausse de 26% par rapport à la même période l'année dernière, et ce malgré la baisse des taxes perçues auprès des mines de charbon à cause du blocus total du Donbass imposé par les nazis ukrainiens. Donc sans ce blocus, l'augmentation aurait été bien plus conséquente. Donc cette évolution positive montre bien que les républiques populaires se redressent économiquement. Parce que
plus 26% en un an, c'est pas mal quand même. Hein. Ben ça, on a le sentiment qu'il y a un détachement déjà maintenant, un détachement franc et net entre les économies des deux républiques du Donbass et le reste de l'Ukraine, quoi. C'est clair. Ah mais c'est total, de toute façon maintenant. Le blocus du Donbass étant total, il n'y a plus aucune marchandise qui circule entre l'Ukraine et le Donbass dans les deux sens. C'est-à-dire aussi bien par rail que par route. Donc de toute façon, là, l'économie du Donbass est totalement coupée de l'économie ukrainienne et donc maintenant totalement tournée sur le marché russe comme on en parlait. Kiev a vraiment réussi à se séparer par sa bêtise. Se séparer de sa plus grande ressource de PIB national. Oui, c'est des débiles. C'était débile. Ça, je veux dire, et après, ils sont là en train de hurler au séparatisme. Mais enfin, les mecs, vous faites tout pour provoquer la scission, de toute façon. C'est ça. D'ailleurs, on parlait de l'harmonisation et d'intégration donc des deux républiques populaires au sein de la Fédération de Russie et de l'harmonisation législative. La République populaire de Donetsk a annoncé qu'elle va passer au standard de droit pénal de la Fédération de Russie. C'est une déclaration qui a été faite par les députés du Conseil populaire de la RPD lors d'une réunion du comité sur la législation pénale et administrative. Les députés sont tombés d'accord sur la nécessité de passer des processus pénaux actuels vers ceux de la Fédération de Russie. Entre autres, des aspects comme le contrôle judiciaire, les jurys populaires, etc. Comme on le voit, l'intégration avec la Fédération de Russie se poursuit avec cette harmonisation législative qui donc n'est pas seulement sur le plan économique, culturel et éducatif. Comme je l'avais dit, hein, morceau par morceau, aspect par aspect de la vie de ces républiques. Tout doucement, ça va passer sur le mode totalement russe. Et ça, l'Ukraine en sera totalement responsable. Puisque pendant ce temps-là, en Ukraine, la situation se détériore de plus en plus. Les autorités ukrainiennes ont dû prolonger l'état d'urgence énergétique, faute d'approvisionnement suffisant en anthracite dont les centrales électriques à charbon ont besoin. Les autorités se veulent rassurantes en parlant de futur approvisionnement via l'Afrique du Sud, mais bon, sans dire publiquement que ça suffira pas, parce que bon, les quantités de charbon qu'il faut pour faire tourner toutes ces centrales thermiques sont énormes. Les faire transiter par bateau est extrêmement compliqué, hein, parce que faut décharger avec des grues, faut mettre ça après dans des trains qui vont ensuite. Le plus simple, c'est par la voie terrestre, par le train. C'est un problème que le gouvernement ukrainien a intérêt à résoudre s'il ne veut pas continuer la série de fermetures de centrales électriques du pays qui a lieu depuis maintenant une semaine et demie. On en est déjà maintenant à 4 centrales à charbon qui ont fermé, dont une des plus grosses. On ne parle pas en plus de l'aspect financier, parce que bon, l'Afrique du Sud, je pense que il y a peu de chances qu'ils soient aussi enclins que la Russie ou le Donbass à envoyer du charbon sans être sûr d'être payés. Parce que bon, de ce côté-là, ils sont bien conscients que l'Ukraine va très très mal, puisque l'Ukraine poursuit sa somalisation accélérée, avec un doublement de la proportion des familles pauvres dans le pays. Un institut sociologique ukrainien a révélé qu'en 5 ans, le nombre de familles pauvres avec enfants est passé de 35 à 70% de la population. Donc en clair, on a les 2/3 des familles avec enfants du pays qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est magnifique. Là, c'est le Titanic, ça coule direct, parce que 70% des familles, c'est au contraire, je veux dire, c'est presque les familles qui font tourner l'économie, les gosses, l'école, les fournitures, la nourriture, les couches, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, quoi. Etc. Donc, et c'est pas prêt, la situation financière de l'Ukraine n'est pas prête de s'arranger, puisqu'après avoir battu des records dans bien des domaines assez tragiques, comme la mortalité infantile. Forcément, qu'elle remporte la médaille d'or de la corruption dans les milieux d'affaires. Il n'y a que moi qui ne suis pas étonné ou... Non, mais c'est vrai que ça paraissait évident, a priori, vu le fait que des néo-nazis puissent se balader dans les arcanes du pouvoir, je pense que là... puis on a un sacré exemple avec Kolomoïski, là, si c'est pas un oligarque... et puis Poroshenko, évidemment. Donc il y a eu une étude qui a été menée par la société Ipsos Mori à la demande de Ernst Young, qui est un des grands Big Four, une des grandes boîtes de consulting mondiales, qui a conclu que les milieux d'affaires ukrainiens sont les plus corrompus au monde. Voilà.
Donc l'enquête a révélé que 88% des Ukrainiens interrogés estiment que le business ukrainien est profondément touché par la corruption. Donc ça fait quand même presque 9 sur 10. Hein. Oui. Bah là, c'est l'unanimité, on appelle ça. Hein. Voilà. Hein. Donc ça fait peur. Puis après, on se demande pourquoi personne ne veut investir dans le pays. Et on ne s'étonne pas que le FMI et l'Union européenne financent à fond perdu. Hein, à fond perdu, pas pour tout le monde. Bah oui. Il y en a qui s'en mettent dans les poches au passage. Hein. Le FMI en violant ses propres règles. Hein. Par contre, le petit peuple qui lui subit cette somalisation accélérée est obligé de se donner à tous les trafics possibles et inimaginables. Bah oui. Hein. Donc, suite au Maïdan qui promettait monts et merveilles, les Ukrainiens sont tellement appauvris qu'ils en sont maintenant réduits à vendre leurs organes à des trafiquants pour s'en sortir. Ouais. C'est un business lucratif, hein, si on en croit le SBU et la police ukrainienne, qui ont démantelé un réseau qui envoyait 4 à 5 Ukrainiens par mois se faire enlever un rein à l'étranger contre de l'argent, dont 80 000 à 100 000 $ par rein pour les trafiquants. Mais là, tu vois, c'est l'exemple concret de ce qui se passe avec les promesses de l'Union européenne. Tu vois, Voilà. Hein, c'est un beau résultat. Hein. Les gens, maintenant, sont obligés de vendre leurs organes pour essayer de survivre. Oui, il y avait un site web où j'avais parlé du tyrannosium qui était vendu en sac, oui. Dans des pays de l'Union européenne, entre autres les États baltes. Puis j'ai demandé sur un ton assez ironique si à la fin on n'allait pas finir par vendre les Ukrainiens en petits morceaux. En fait, on y est. Hein. En fait, ils se vendent des gens en petits morceaux. Voilà, on en est là. Voilà où ils en sont pour essayer de s'en sortir. Et là, on parle que d'un seul réseau démantelé. Hein. Donc la question, c'est combien il y en a d'autres qui continuent à officier. Ça, c'est le résultat, voilà. C'est l'Union européenne, c'est le paradis européen et ses conséquences. Ce paradis-là, moi, il me fait vomir. Hein. Ouais. Excuse-moi, mais... On est deux. Et donc, le pendant ce temps-là à Kiev est de nouveau assez tragicomique. J'avais parlé il y a quelques mois en arrière dans un site rep du fait que si on suivait cette logique débile de décommunisation de l'Ukraine, l'Ukraine serait obligée en fait de dissoudre le pays. Enfin, les autorités ukrainiennes actuelles seraient obligées de dissoudre le pays, ouais. Hein, puisque le pays avait été créé de toutes pièces par l'URSS. Et ça n'a pas loupé. Non mais j'en ai marre de... Il y a des jours, je voudrais vraiment avoir tort. Oui, je comprends. Il y a des jours, j'en ai marre d'avoir raison. Puisque dans leur folie de la décommunisation, les autorités ukrainiennes vont lancer la liquidation totale du pays. Le soi-disant cabinet des ministres ukrainiens a en effet approuvé un projet de loi qui va progressivement abolir toutes les lois et actes des autorités d'État de l'Union soviétique et de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Alors, pour faire clair et bref, après s'être tiré une balle dans le pied, là, l'Ukraine va se tirer une balle dans la tête. Ouais. Remarque qu'après, elle ne souffrira plus parce qu'elle n'existera plus. Hein. Ça sera réglé. Hein, parce que je vais expliquer ce que ça recouvre, tous les actes de l'URSS et de la RSS d'Ukraine. Donc, ça veut dire que l'Ukraine refuse l'héritage de l'URSS. Donc, ça veut dire qu'elle perd automatiquement son siège à l'ONU, puisque je rappelle qu'elle en avait hérité. Puisqu'elle avait hérité du siège qui était détenu par la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui lui-même avait été obtenu par la création de l'Ukraine par l'URSS, qui voulait ainsi avoir un siège de plus à l'ONU. Ah oui. Hein, la RSS d'Ukraine avait été fondée pour ça. Hein. C'était juste pour avoir une voix de plus à l'ONU. Hein. C'est tout. Hein. Donc, il faut quand même en être bien conscient. Hein, sinon, elle serait restée au sein de la Russie, enfin de la Russie soviétique. Hein, donc, déjà, à la base, normalement, elle perd son siège à l'ONU. Déjà, ça va commencer à bien. Et puis alors après, au niveau territoire, parce que l'URSS avait quand même créé l'Ukraine dans ses frontières anté-Maïdan, entre autres la Crimée. Donc, normalement, elle perd ses droits automatiquement sur la Crimée, puisque c'était une décision de Khrouchtchev, donc d'une autorité de l'URSS. Donc, si effectivement ils abolissent tous les actes de l'URSS, ça veut dire qu'ils admettent que la Crimée, en réalité, ne leur appartient pas. Donc, ils renoncent définitivement à la Crimée. Mais aussi au territoire qui était anciennement dans la République de Donetsk, Krivoy Rog, qui couvre entre autres le Donbass, mais aussi Kharkov. Donc, qui était une république soviétique éphémère qui était née juste après la révolution bolchevique, qui existait pendant un an.
et qui a été liquidé par l'URSS et intégré dans la République socialiste soviétique d'Ukraine. Donc si on fout dehors tous les actes de l'URSS, ben celui-là aussi. Donc on annule la liquidation de la République de Donetsk-Krivoy Rog. Donc ils perdent totalement Donetsk, Lugansk et l'oblast de Kharkov, tout va bien. Ils perdaient aussi la République d'Odessa, qui couvrait l'oblast d'Odessa, mais aussi celui de Nikolaïev, la Bukovine, la Galicie, les Carpates, d'autres petites zones là, près de dans l'ouest. Dans l'ouest. Ah, oui, tous ces territoires ont été annexés par l'Ukraine grâce à des décisions de ce putain de Lénine, ou de ce maudit Staline, ou de ce satané Khrouchtchev. Donc en clair, comme je disais, l'Ukraine va bel et bien se désintégrer totalement à cause de sa folie anti-russe et anti-communiste. Donc voilà, avec quelques mois d'avance, j'avais bien dit qu'à force de pousser cette logique de décommunisation débile jusqu'au bout, ils allaient dissoudre le pays. J'avais raison. Ouais. Voilà. La connerie est dramatique quand elle arrive à ce niveau-là. Hein. Ouais, non, mais je sais que comme disait Einstein, la connerie est infinie, mais... Oui, comme l'univers. Enfin, comme l'univers. Mais encore, l'univers, il n'était pas sûr. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, vraiment... je crois, je sais bien que dans l'Ukraine actuelle, il y a eu une telle réécriture de l'histoire pour essayer de faire coller ça au délire bandéristo-nazi que ils sont peut-être un peu largués au niveau historique. Oui. Enfin, il est censé encore quand même y avoir toute une génération de gens en Ukraine qui ont vécu à l'époque de l'URSS qui normalement connaissent quand même l'histoire, bah oui. Comment l'Ukraine a été formée, créée par l'URSS. Ouais. Bah oui. Ouais. C'est le plus terrible, je crois. Le plus terrible, c'est les gens, quoi, les Ukrainiens eux-mêmes, les citoyens. Ouais, qui réagissent pas. J'en discutais encore avec des gens d'ici qui ont de la famille ou des connaissances de l'autre côté et qui comprennent pas. Enfin, qui me disent, en fait, si, on comprend, c'est la mentalité ukrainienne, c'est un certain fatalisme typique, traditionnel du peuple ukrainien, qui fait que les gens pensent qu'ils peuvent rien y faire et que donc... ah bah là, ils sont conduits à l'abattoir, C'est ni plus ni moins. Oui, là, ni plus ni moins. Là, le pays va se morceler. Il va se morceler, je l'avais dit, il va se dissoudre totalement. C'est là, ils en sont à vouloir... changer donc aussi le nom t'as l'avenue de la Victoire qui se trouve à Kiev. Ils veulent la renommer bien entendu puisqu'en 45 pour les bandéristes c'était pas une victoire mais une défaite. Ah oui. Donc c'est là ils sont en train de liquider ce qui reste de l'héritage soviétique mais ils en sont à un stade de débilisme tel qu'ils n'ont même pas compris qu'en fait c'est le pays lui-même qu'ils sont en train de liquider et d'annihiler et là c'est du délire. C'est vraiment du délire. Là, on en arrive à des trucs... ça devient du grand n'importe quoi. Et là, je pense que l'Ukraine n'en a plus pour très longtemps. On arrive bientôt, d'ici 15 jours, à la date butoir qui avait été donnée par Zakharchenko. On va peut-être dépasser un peu au début mai, mais je pense de pas beaucoup. Parce que au mois de mai, ils vont normalement devoir payer les 3 milliards qu'ils doivent à la Russie. Ils vont devoir payer l'Afrique du Sud s'ils veulent espérer recevoir le charbon. Sinon, ils vont continuer à couper des centrales jusqu'au moment où les gens sont dans le noir. Enfin, je veux dire, là, on voit... Quand je vois l'état de somalisation du pays, 2/3 des familles qui sont pauvres, des gens qui vendent leurs organes pour s'en sortir... Oui, on sent très bien qu'avec ce bilan-là, la seule option qu'a Kiev, c'est d'attaquer le Donbass en espérant provoquer la Russie. Et voilà, pour justifier la défaite. Pour justifier la défaite, pour justifier l'effondrement du pays en disant c'est pas de notre faute, c'est parce qu'on a été vaincu sur le champ de bataille. Donc, je rejoins les craintes d'Alexandre Zakharchenko. Là, il y a eu une accumulation énorme d'hommes et d'équipements militaires sur la ligne de front côté ukrainien. Et la situation de l'Ukraine, d'ailleurs, lors de cette
ligne directe, Zakharchenko a eu plusieurs questions de gens de différentes villes, Dnipropetrovsk et Kiev, entre autres, qui ont demandé à Alexandre Zakharchenko quand est-ce que vous venez nous libérer, quoi. Ah oui. Mais s'ils essayaient de se libérer eux-mêmes déjà. C'est plus ou moins ce que leur a dit Zakharchenko. Parce qu'ils ont fait comment les gens dans le Donbass? Ils se sont bien libérés par eux-mêmes, hein. Ils se sont bougés le cul par eux-mêmes. Et donc c'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, on pourrait venir vous aider à remettre de l'ordre, mais c'est tout. Et il dit, il faudrait que ce soit une demande, entre guillemets, de la majorité du peuple. Sinon, non, on ne viendra pas. On va pas jouer les forces d'occupation. Ça, c'est ce que j'ai dit, et qui est le même discours que pour la Russie. À savoir, non, mais nous, on va pas venir jouer les forces d'occupation. Si on est réellement demandé et qu'on sent qu'il y a du soutien de votre côté, que vous êtes prêts à vous bouger, à vous soulever, et on viendra vous aider à remettre de l'ordre. Et je dis bien remettre de l'ordre. C'est-à-dire, c'est même pas, parce qu'il y en a qui demandaient même, genre Zakharchenko, président de l'Ukraine. Et il a dit non, moi je veux bien venir vous aider si vraiment il y a une demande du côté des habitants de Kiev pour venir foutre les autres tarés dehors et puis vous aider à réorganiser un processus constitutionnel et démocratique correct, et puis après moi je me casse, quoi, tu vois. Ça c'était vraiment non, mais moi je vous laisse après vous démerder avec votre merdier, on va bien vous aider à remettre un peu d'ordre là-dedans, mais après vous vous débrouillez, quoi. Mais je pense que les gens sont tellement pas prêts côté ukrainien à se bouger que on a quelques personnes qui posent cette question-là, mais c'est pas, je pense que c'est pas la majorité. Et donc on ne viendra pas libérer les territoires du reste de l'Ukraine contre la volonté d'une majorité d'Ukrainiens qui, eux, sont au mieux passifs, au pire, râlent juste un peu dans leur coin, et puis voilà. Donc, c'est aux gens de se bouger eux-mêmes. Je veux dire, le Donbass a montré que, en se bougeant, un peuple pouvait changer son destin. Bah, bougez-vous, quoi. Si j'ai un message pour les Ukrainiens qui parlent français et qui le comprennent, bougez-vous, quoi. Soulevez-vous, organisez-vous. Je sais bien que avec la répression du SBU, c'est facile à dire et beaucoup moins facile à faire. Mais à un moment, si vous atteignez une masse suffisamment critique, le SBU, il aura juste le choix entre se faire écraser sous le rouleau compresseur ou se sauver en courant, quoi. Donc voilà. Donc on surveille la situation. Demain, donc c'est la Pâque orthodoxe. Ce soir, il n'y aura pas de couvre-feu. Donc les gens pourront circuler de 11h du soir à 5h du matin. D'accord, pas de couvre-feu donc. Pas de couvre-feu aujourd'hui. Donc voilà. Donc la suite au prochain site-rep, on va voir comment évolue la situation. Mais quand je vois comment ce nouveau cessez-le-feu instauré à peine 12 jours après le précédent n'a pas tenu, je suis comme les autorités d'ici et les gens, les simples civils. Je ne suis pas très optimiste. Je pense aussi qu'on va aller vers une escalade. La question, c'est quand. Je pense qu'elle sera brutale. Elle va nous prendre tous par surprise. Oui, parce que s'ils attaquent, ils vont pas prévenir. Là, ils se préparent. C'est pas un concours de jardinage qu'ils sont en train d'organiser. Donc, mais je pense, comme les autorités, il commence à y avoir tellement d'accumulation de problèmes en Ukraine et de l'autre côté sur le front d'armes et de soldats ukrainiens que ça attend juste l'étincelle là. Ça attend juste l'étincelle et ça va partir en vrille. Donc on continue de surveiller la situation et d'informer les gens, donc qui n'hésitent pas à suivre on n'a plus qu'à espérer le site de Nodipress, les réseaux sociaux. Donc on est sur Facebook, sur VContact, sur Twitter, la chaîne YouTube. S'il y a une escalade comme il y en a eu fin janvier, début février, c'est là que vous aurez l'information en direct. En espérant qu'on soit pas obligé de faire un site-rep avant samedi prochain. Ouais, j'espère aussi. J'espère. Ok. Donc voilà. Donc à la semaine prochaine, Tom. À la semaine prochaine. Merci Christelle. À bientôt. De rien. Au revoir. Ciao.